les atteintes à la probité, donc c'est plus que la corruption, entre 2017 et 2022, elles ont augmenté de 26%, les infractions constatées. Je veux dire, il y aurait 26% de plus d'accidents de la route, il y aurait un plan national de lutte contre l'insécurité routière. Et le gouvernement s'en emparerait. Bon, en fait, il ne se passe rien. Le gouvernement regarde ailleurs de ce point de vue-là. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps d'un truc de fou en France qui frappe pas les gens. Nous sommes le seul pays au monde, on the world, à avoir 2 présidents de la République qui ont été condamnés par la justice et avoir 2 premiers ministres qui ont été condamnés par la justice. Ça me pose question quand même. Ouais. Et on est le seul pays au monde à avoir 2 gardes des Sceaux qui ont été remis d'examen pour escroquerie et autres babioles. Ça pose quand même question par rapport à l'éthique de nos gouvernants. Je le rappelle quand même, et je le mets dans le bouquin, preuve à l'appui, qu'en 2018, ça va, 2018, c'est pas trop loin. Tu sais, c'est juste après mai 2017. 2018. Ouais, oui, je connais bien. Il y a un mec qui a été élu, là, comment il s'appelait, là, un petit jeune qui couchait avec une petite vieille. Macron, voilà, je cherche son nom à chaque fois, c'est dingue. Donc il y a un type qui s'appelle 25 Macron. 25 ans d'écart dans le couple. Il y a un type qui s'appelle Macron, qui avait été élu en mai 2017 pour changer la politique en France. Moi, je me rappelle de ces slogans. On va se débarrasser de tous les politicards. La vieille politique, c'est de la daube. On met tout ça à la poubelle. Tout va changer. Tout va changer. Votez pour nous, ça va aller mieux. Vous inquiétez pas. Et toi, tu dis oui, tout a changé. Ah bah c'est clair, tout a changé. En 2018. Empire. En 2018. Et encore une fois, ce que je dis est factuel. En 2018, 21 ministres du gouvernement Macron avaient déjà eu affaire à la justice ou au fisc. 21 ministres. Pour quelqu'un qui voulait changer les choses, je trouve qu'il fait quand même assez fort. Eh bien, il faut que les gens le sachent. Parce que ce qu'on nous a vendu, en fin de compte, c'est un leurre. Ce qu'on nous a vendu, c'est un mensonge éhonté. Et j'ai eu les preuves, et je l'ai mis dans mes bouquins, 87 députés macronistes dans le premier gouvernement Macron ne sont pas venus à l'Assemblée nationale pendant 1 an et demi. C'est-à-dire que les mecs... Élus. Ah oui. Mais par contre, ils ont touché leur salaire. Leur indemnité. C'est pas des salaires, ça. Ça va, toi, si tu vas pas bosser à l'usine, qu'est-ce qui se passe? Ton patron, il te paye quand même? Toi, si tu es secrétaire dans une mairie, tu vas pas taper tes rapports, le maire, il te paye quand même? Eh bien, eux, ils se sont pas pointés pendant 1 an et demi à l'Assemblée nationale. Et quand je dis pas pointés, c'est-à-dire qu'ils sont pas venus. Les lois, ils les ont pas votées. Le travail, ils l'ont pas fait. Ils te disent qu'ils l'ont fait. Hein. Ils te disent qu'ils étaient en commission. Ils te disent qu'ils étaient sur leur département. Mais attends, t'es pas payé pour ça, mon bonhomme. Est-ce qu'un maître d'école peut dire moi je suis trop de boulot, en fin de compte je fais des devoirs à la maison, j'ai pas besoin d'aller en classe? Eh bien eux c'est ce qu'ils font. Je le mets dans le bouquin, j'ai des lois qui ont été votées avec 20 députés, des lois importantes, des lois qui obèrent notre vie pour les 20 ans à venir. C'est pas la petite loi de plantation de plantes dans un jardin, c'est des lois sur la sécurité sociale, c'est des lois sur notre vie future pendant 20 ans. Mais ça, 20 députés, 20 sur 577. Mais ça, on entend ça depuis... Alors, j'ai un peu moins d'expérience de la vie que toi. Alors, on a commencé à se tutoyer, on peut se tutoyer. Mais, moi, je tutoie toujours, maintenant. Voilà. J'ai l'âge. De toute manière, il n'y a pas de problème sur le respect là-dessus. Voilà. Mais sur la partie les députés ne viennent pas. On entend ça depuis... J'ai toujours entendu ça. Oui. Les députés ne viennent pas. À l'époque, on disait David Douillet ou n'importe qui. Il y en a plein qui... Et encore lui, parce qu'il était célèbre. Pourquoi on ne fait rien sur une loi comme ça? Est-ce que ça devrait être la base de... Parce que c'est eux qui font les lois. C'est eux qui font les règlements. J'ai un hyper copain qui écrit des bouquins qui s'appelle Ivan Stefanovic, qui lui aussi écrit des bouquins sur les élus et sur le Sénat. Il a réussi à prouver, entre guillemets, que les sénateurs ne venaient pas sur certaines séances. Du coup, monsieur Gérard Larcher, c'est le nom de tout à l'heure que je ne t'ai pas donné exprès, monsieur Gérard Larcher a institué dans le règlement que si les sénateurs ne viennent pas, on leur retirait 1/4 de leur indemnité, 10e, enfin, il y a tout un barème, qui viennent ou ne viennent pas. Sauf que, il ne l'applique pas. Ah si, j'ai oublié. Parce que Gérard Larcher, quand même, il est futé. Hein. Donc, si tu envoies un petit mot d'excuse, comme quoi tu es malade, etc., on ne te retire pas d'indemnité. Donc, Yvan, qui est un type 1000 fois plus rigoureux que moi, a creusé et il s'est aperçu qu'un jour, monsieur le sénateur
président Gérard Larcher n'était pas venu au Sénat parce qu'il était malade. Ça arrive, hein. Tu as le droit. Donc il avait envoyé un certificat médical. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, le même jour où on a vérifié, il était en train de voter des trucs en séance à Rambouillet. J'ai du mal à comprendre. Parce que même quand ils fournissent un certificat médical et qu'on s'aperçoit que c'est faux, ils sont pas. Et ils sont pas contrôlés. Et on n'a jamais pu savoir quel sénateur venait, quel sénateur ne venait pas, à qui ils avaient retiré des indemnités. Donc même s'ils posent ça, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui décident. Donc le problème, c'est qu'on n'arrive pas à contrôler. Le déontologue, c'est qu'il y a des progrès. On s'est battu pour l'IRFM, indemnité représentative de frais de mandat. Maintenant, ça s'appelle l'avance sur frais de mandat, AFM. C'est une grosse galéjade. Ces gens-là se couvrent les uns les autres. Ils ont changé les choses parce que ça se voyait trop. Et parce que quelque part dans la presse, on a réussi à faire paraître, il y a encore des journaux comme les vôtres qui arrivent à dire des vérités sans être contrôlés par un parti politique ou par un organisme économique. Mais en fin de compte, ça n'a servi à rien. Parce que le déontologue de l'Assemblée nationale ne peut contrôler les députés qu'une fois par mandat. Une fois que le mec a été contrôlé une fois, il est sûr de ne pas être contrôlé le reste de son mandat. Donc aujourd'hui, ils se battent tous pour être contrôlés dans la première année. Je le mets dans le bouquin, il y a quand même encore des sénateurs et des députés aujourd'hui qui se font rembourser 3 fois leur note de restaurant. 3 fois. Alors qu'ils ont des frais de représentation. Il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Toi, tu es dans une entreprise. Toi, tu es journaliste, comme là. Quand tu vas au restaurant, c'est toi qui avances l'argent et tu es obligé de mettre derrière ton ticket avec qui tu déjeunais et pourquoi tu déjeunais. Parce que sinon, tu peux être mis en examen pour abus de pouvoir et abus de biens sociaux. Surtout les médias indépendants, on est souvent plus contrôlés que d'autres. Les députés, non, ils peuvent aller au restaurant, ils n'ont pas besoin de le mettre, ils mettent rien du tout, ils dépensent notre argent et en plus, ils font des duplicata en 3 exemplaires pour se faire rembourser. Et ça, du coup, et ce n'est pas leur argent. Berton, c'est des professeurs de sciences politiques qui disent ça n'est pas normal. En Suisse, par exemple, on contrôle avec qui on déjeune. Parce que du coup, là, ça veut dire que les députés peuvent déjeuner avec, par exemple, des représentants de ou des représentants de grandes entreprises qui vont ensuite les influencer pour faire passer des lois sur le glyphosate ou que sais-je. Et en fait, on ne sait pas combien de rendez-vous de ce type ils ont. Non, il n'y a aucun contrôle. Et c'est un gros problème en France. C'est dingue. Et en plus, encore une fois, on voulait, nous, quand on a essayé de faire changer la loi avec Hervé Le Breton et un autre monsieur du côté de Grenoble, qu'ils avancent l'argent et qu'on leur rembourse. Eh ben non, on leur donne l'argent sur un compte spécial. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a un député là qui se payait de la drogue sans problème, puisqu'il avait une carte. Une carte, il allait au distributeur, il sortait de l'argent liquide et il se payait sa petite grobe. C'est pour ça qu'on a gaulé... En cash, du coup. Bah oui, oui, en cash. On en a gaulé un, il est dans le bouquin, qui a détourné plus de 100 000 euros de frais de restauration et 186 000 euros en liquide. Et donc il faudrait empêcher que les députés puissent retirer en cash de l'argent. Non, mais il faudrait simplement que ça soit leur argent et que s'il y a des justificatifs, on les rembourse. Comme dans n'importe quelle entreprise. Mais là, c'est là où on marche sur la tête. Je vais donner un autre exemple que personne ne se rend compte. Personne. Aujourd'hui, dans n'importe quoi en France, quand tu fais tes comptes, ils doivent être équilibrés. C'est la loi. Budget personnel, budget de l'entreprise, association, grosse boîte, le budget doit être équilibré. Le seul truc où c'est pas équilibré, c'est l'État. Ah oui, ouais, complètement. Mais oui, mais 3 milliards, 3 milliards. Ouais, voilà. C'est le seul endroit où le budget n'a pas à être équilibré. Expliquez-moi. Et on s'en félicite. Et donc, c'est des gens qui nous expliquent que notre budget doit être hyper équilibré. On n'a pas le droit d'avoir un budget en déficit. Et eux, c'est les premiers à être en déficit. Il y a un moment donné, il va falloir que ça change. Parce que le déficit, en plus, il faut que les gens le sachent. C'est ton pognon. C'est mon pognon. C'est même pas le leur. Et ça représente que tu habites dans un pays qui n'est pas capable de rembourser. Mais ils vivent ça s'appelle vivre sur le dos de la bête. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est pas nous qui vivons sur le dos de la bête. C'est eux. À quel point la France est un pays corrompu, en fait, parce qu'on se croit dans une démocratie qui fonctionne relativement bien, où on peut imaginer en tout cas que on a un système à peu près sain par rapport à d'autres pays, ne serait-ce qu'européens. Mais en fait, ce que montrent de plus en plus de travaux, c'est que la France est un pays de plus en plus corrompu.
c'est pas qu'un sentiment. Comment est-ce que tu peux dresser un portrait de la corruption en France aujourd'hui? En fait, moi, il y a une phrase de Charles Péguy que j'aime beaucoup, qu'il avait écrite au début du XXe siècle, dans Notre jeunesse. Il dit, c'est une phrase très journalistique, une sorte de mantra qui pourrait être celui du journaliste, qui dit il faut dire ce qu'on voit et il faut, mais c'est nettement plus difficile, voir ce qu'on voit. Et donc c'est vrai qu'il y a parfois un aveuglement collectif, politique, médiatique, de ne pas voir la réalité de la corruption, des atteintes à la probité en France. Alors pour répondre à ta question, en fait on a des indicateurs. Il y a un service de statistiques au ministère de l'Intérieur, qui a un super service de statistiques qui rend des rapports assez régulièrement et qui en a rendu ces dernières années sur l'explosion de la corruption en France, qui a été multipliée par 2 ces dernières années. Les atteintes à la probité, donc c'est plus que la corruption, entre 2017 et 2022, elles ont augmenté de 26%, les infractions constatées. Je veux dire, il y aurait 26% de plus d'accidents de la route, il y aurait un plan national de lutte contre l'insécurité routière. Et le gouvernement s'en emparerait. Bon, en fait, il ne se passe rien. Le gouvernement regarde ailleurs de ce point de vue-là. C'est si vrai, deuxième indicateur factuel, que la Cour des comptes, c'est pas un repère de bolchevique, la Cour des comptes a mené une longue enquête sur la lutte contre la corruption en France, a rendu un rapport en décembre dernier qui est très dur contre l'absence de volonté politique, qui n'est pas de droite ou de gauche, de mettre à l'agenda public ces questions-là. Et pour complètement répondre à ta question, on peut regarder le panorama français de 2 manières. Et je pense qu'il faut le regarder des 2 manières. La première manière, c'est le verre à moitié plein. On a quand même des policiers anticorruption, alors qu'ils ont peu de moyens, des magistrats qui s'en prennent plein la poire toute la journée, des procureurs, des juges, qui font leur travail. Alors les délais sont longs, la pédagogie des jugements est parfois difficile, l'institution judiciaire a peut-être un énorme travail à faire sur expliquer les jugements à l'opinion publique, de ne pas déléguer ça à quelques journalistes qui étaient présents dans la salle d'audience, mais quand même, ils font leur travail de manière indépendante et courageuse. Et puis il y a une façon de voir le verre à moitié vide, de mon point de vue, c'est que si on fait une photographie française, quand on est citoyenne et citoyen de ce pays, on a eu un président de la République condamné pour atteinte à la probité, définitivement, Jacques Chirac, son Premier ministre, Alain Juppé, condamné définitivement pour atteinte à la probité, le successeur de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, multicondamné, là c'est le carnaval des condamnations, et le Premier ministre de celui-ci, François Fillon, définitivement condamné pour une atteinte à la probité. Ça veut dire 2 chefs d'État, 2 chefs de gouvernement. Bon, alors là, il se trouve que ce sont des gens de droite. Si on avait la bêtise statistique d'un Éric Zemmour, on dirait la droite égale la corruption. Non, parce qu'on pourrait aller chercher à gauche, et la gauche n'a pas le monopole de la morale publique. Et tu connais bien Jérôme Cahuzac. Voilà, Jérôme Cahuzac, ministre du budget, socialiste, c'était en fait un fraudeur fiscal. On pourrait parler de M. Guérini dans le sud, M. Kucheda dans le nord, des socialistes, y compris... alors, ils sont toujours présumés innocents, mais il y a des enquêtes en cours sur des responsables de la France insoumise. Donc, moi, j'ai pas une vision du tout, partisane de ces questions-là. Et je ne crois pas que la gauche a la main sur la morale publique. C'est pas là que ça se joue. Mais quand même, 2 chefs d'État, 2 chefs de gouvernement condamnés, quelle leçon on en tire? Eh bien, collectivement, on en tire dans le débat public. Si vraiment notre esprit n'était que à regarder la télévision, à se dire mais est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer le parquet national financier? Est-ce que les juges sont un peu rouges? Et là, on se dit, on vit dans un monde mais complètement dingue. C'est-à-dire que quand des policiers chopent, 20 kilos de cocaïne, il n'y a pas un débat à la télé sur faut-il supprimer la brigade des stupes. Alors pourquoi, quand des délinquants, fussent-ils en col blanc, sont confondus par des enquêtes de justice, le débat public, c'est les juges sont-ils militants, la justice est-elle politique, faut-il supprimer le parquet national financier ça correspond à casser le thermomètre quand il fait trop chaud, quoi. Exactement. Les juges, les journalistes... C'est exactement ça. Pour que la délinquance en col blanc puisse prospérer, il faut pouvoir détruire le réel. Il faut pouvoir détruire les mots, effacer les faits et créer un monde parallèle dans lequel ils se sentent confortables. Et bon, que des gens agissent comme des parrains à l'œuvre, qui ont été pris dans les raies de la justice, c'est une chose. Et il y a une forme de rationalité à ça. Des délinquants se défendent comme des délinquants. Très bien. Mais qu'une partie de l'espace médiatique devienne l'espèce d'otages consentants
de cela. Moi, c'est vrai que là, je vois quelque chose où on a un peu l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Je veux dire, si des juges condamnent un boucher qui commet un délit, il n'y a pas un débat à la télé pour dire est-ce qu'il ne serait pas vegan, le juge. Si on condamne, je ne sais pas moi, un chauffeur de bus qui fait n'importe quoi, on dit mais en fait, il est au lobby le juge est aux mains du lobby automobile. Si vous poursuivez un commissaire-priseur qui détourne des œuvres d'art, il n'y aura pas de débat sur BFM pour savoir si les juges détestent la peinture. Donc, mais en fait, c'est pour ça que moi, j'ai un petit tips par rapport aux affaires d'atteinte à la probité. Il faut toujours, quand on parle d'atteinte à la probité et de délinquance en col blanc, décaler avec un autre type de délinquance. Est-ce qu'on dirait la même chose avec un autre type de délinquance? Et en fait, quand on fait ce petit décentrage, on voit l'absurdité du débat public français en la matière.